Tournoi IFOA B, comptant pour les éliminatoires de la CAN U17. Nous y sommes malgré la défaite cuisante de nos éléphantos. Alors parlons-en, le coach Maxime Guamené est-il responsable de la défaite 4-2 face au Burkina Faso? C'est le menu du jour. Ils sont là, vos tchatcheurs du jour. Martial Gorou, l'insubmersible, face à Nasser Eddi, le franc direct. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment vous allez? Assez bien. Super bien. C'est bon. C'est le match retour. Hein. Oui, exactement. La dernière fois, votre fight a donné vraiment du feu. Hein. Il y a eu le match aller. Aujourd'hui, c'est le retour. Hein. Vous êtes bien rancunier. Ouais. Comme quoi, hein, raison de plus de rester avec nous pour suivre le débat tout à l'heure entre Martial Gorou et Nasser Eddi. Et le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra aussi bien garder pour prendre part à ce débat. Messieurs, revenons-en à cette défaite inattendue des éléphantos face aux jeunes étalons du Burkina Faso, 4-2. J'ai envie de dire que les éléphantos perdent le nord à Cape Coast. Je dirais plutôt que les éléphantos étaient cramés, étaient fatigués, parce que lors du premier match, ils sont battus face au Bénin. Le second match, c'est face au Niger. Il fallait sortir les tripes. Et ils l'ont fait, ils ont gagné 6-1, même si le Niger est quand même à un degré moindre, une équipe moins importante que les autres adversaires des éléphants. D'accord. Mais pour ce que je veux dire, c'est qu'il faut connaître un peu l'environnement des éléphants, comprendre comment les éléphants sont partis. Vous voulez dédouaner qui, déjà? Oui, non, je ne dédouane pas, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. L'équipe de Côte d'Ivoire compte 18 joueurs, alors que pour la compétition, il en faut 20. L'équipe n'a pas été inscrite à temps, 10 jours avant la compétition. Donc, la Côte d'Ivoire est pénalisée. Au lieu d'avoir 20 joueurs, la Côte d'Ivoire dispute la compétition avec 18 joueurs. Donc, je pense que pour un tournoi aussi important... Qui devait faire ce travail? C'est le COMEX? Non, je pense que ce n'est pas le COMEX, mais il n'y a pas un travail qui a été fait au préalable avant que le COMEX ne vienne. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas été mise en place et c'est au dernier moment que cette équipe a été mise en place. Un entraînement de 8 jours, 6 séances d'entraînement. L'entraîneur est nommé 8 jours avant le départ, donc je pense que l'un mis dans l'autre, c'est vraiment pas une équipe, c'est plutôt une équipe de quartier qui a été constituée, une équipe de centre de formation. Oui. J'y reviendrai. Martial Gorou, allez, soyez sérieux, souvent par moment. Hein. Pas une équipe de quartier quand même, s'il vous plaît. Non, je suis en train de vous dire la vérité. Allons-y, mon cher Nasser Eddi. On ne peut pas dire que c'était une équipe de quartier, sachant que ce sont des joueurs de la Détroit. Quand même, c'est pas, je veux dire, ils n'ont pas été tirés dans des centres. Pas pour reprendre à Martial Gorou, revenons à la question. On a perdu le Nord hein, dans les eaux du Cape Coast. Oui, bon, Martial a parlé de cramer. Oui. C'est ironique quand même avec le temps actuel sur la côte ouest africaine, mais ouais. Dire qu'ils étaient cramés après seulement 2 matchs de poule, franchement, pour moi, c'est une excuse. Bon, il a expliqué hein, que les éléphants étaient obligés d'aller chercher une victoire moi, je dirais plutôt que la faillite a été mentale. D'accord. Voilà, tout s'est écoulé en 25 minutes. On y reviendra sûrement aussi avec les choix faits par le staff technique. Oui. Tout à fait. Bon... C'est pour moi-même, je pourrais parler de faute professionnelle sur ce match. D'accord. Voilà, parce que vous menez 2-0 jusqu'à la plus de l'heure de jeu et vous perdez le match 4-2, c'est fort quand même. Alors, on verra bien dans la séquence. Donc, à la 6e minute de jeu, on transforme ce penalty par le capitaine Nambagui Soro, numéro 17. Et Doumbia, à l'heure de jeu, oui, vous faites bien de le dire, mon cher Nasser Eddi, ça fait 2-0 en ce moment-là pour les Ivoiriens. On s'est dit là, tiens, nous sommes libérés parce que le deuxième but nous fait un bien fou. Mais là, finalement... Vous savez, les Burkinabés sont très athlétiques. Hein. Et donc, quand vous avez des joueurs qui partent à une compétition aussi importante avec un effectif réduit, ça, c'est une des raisons. Mais la deuxième des raisons, vous savez, cette défense de l'équipe de Côte d'Ivoire, les latéraux ne sont pas des latéraux. Oui, ça, on l'a dit. Oui, mais restons d'abord sur le film du match. Oui, c'est-à-dire, après 2-0, on s'est dit là qu'on était vraiment libérés. Là, une fin de match tranquille. Et voilà, patati patata. Regardez, en 25 minutes déjà, tout s'écroule. Regardez, à la 66e minute de jeu, 2-1, réduction du score de la part de Sié et Ouattara, le capitaine hein, de cette formation donc, des jeunes étalons. Et à la 79e minute de jeu, 2 buts partout. On s'est dit, bon, tiens, donc même un nul, ça nous arrangeait parce qu'en ce moment, déjà, le Bénin perdait face au Niger dans le même temps. Et 3-2 à la 81e minute de jeu. Ah là là, mais pas ce diable d'Ousmane Camara.
La défense ivoirienne, comme vous le dites si bien, était vraiment la ramasse. Oui, mais c'est tranquille. Quand vous avez des latéraux qui, en réalité, ne sont pas des latéraux, vous avez un défenseur central et puis un autre qui est milieu. Donc, je pense que ça pose problème. Et qui a constitué la sélection, qui a choisi ces joueurs-là, Monsieur Magat, oui. Vous vous souvenez qu'en 2021, il y avait une génération qui s'était qualifiée pour la CAN 2021 au Maroc. Pour la CAN U17 au Maroc. Oui, au Maroc. 17, oui. Mais cette équipe-là, elle a été mise en place pratiquement de septembre jusqu'à décembre et elle a disputé les qualificatifs en janvier. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Depuis que la génération n'a pas pu jouer la CAN, les joueurs, il n'y a plus jamais eu d'équipe cadette de Côte d'Ivoire. Et c'est ça la réalité. Parce que le CONOR qui était longtemps n'a pas pensé qu'en 2022, les cadets devaient reprendre du service, les U20 devaient reprendre du service, et même l'équipe locale... Laissez le CONOR mourir de sa belle mort, mon cher Martial Gourou. C'est pour expliquer aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une sélection et qu'on se retrouve avec une équipe qui a été façonnée à partir des centres de formation. Vous savez ce qui s'est passé? Non, dites-nous. Logiquement, la DTN a décidé, il y a 6 mois, a mis en place un programme pour commencer à détecter les joueurs. Il y a 6 mois, ça veut dire que le CONOR était toujours là. Le CONOR était là, mais ça n'a pas été suivi. D'accord. Donc, voyant la compétition venir, la DTN a vu les mairies au niveau local à Abidjan pour que les mairies organisent des tournois. Et c'est à l'issue de ces tournois qu'on a retenu des joueurs. Mais le malheur de l'équipe de Côte d'Ivoire, sur les 30 joueurs qui ont été retenus poste par poste et qui ont été doublés, il se trouve qu'il y en a plus de 90 qui n'ont pas réussi au test IRM. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers les centres de... 90%, vous voulez dire? 90% au moins. Voilà, oui. Des joueurs qui ont été retenus à l'issue des compétitions communales, il y a eu 25 joueurs qui ont été retenus. Sur les 25, il y a au minimum 90 qui n'ont pas réussi au test IRM. 90%? 90%, oui, oui. Pardon, 80, je m'excuse, 90%. Donc, qu'est-ce qui se passe? La DTN se tourne maintenant vers les centres de formation. Mais, M. Magat, au niveau des centres de formation, ceux mêmes qui ont réussi les tests IRM avaient des problèmes administratifs, certains n'avaient même pas de passeport, de documents administratifs. Oui. Donc, l'un mis dans l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de travailler, de préparer l'équipe qui est partie. Non, c'est ça, le lien de cause à effet. C'est bien cela, que ce soit les cas des problèmes d'IRM, les cas de problèmes de documents administratifs, je pense que ce sont des problèmes qui sont réglés pour les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 au moins, puisqu'ils disputent couramment des compétitions. Il n'y a jamais eu d'arrêt. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment-là? Je me pose la question, pourquoi dans cette équipe, il n'y a pas de joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2? On a Djiré Abdoulaye, le milieu du Racing Club d'Abidjan, qui est excellent. Qui est dans la même catégorie, qui a 15-16 ans. Oui, exactement. Si pas, voilà. Donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé puiser un peu... En même temps aussi, il est en pleine compétition de Ligue 1. Est-ce que son club a accepté de le libérer? Écoutez, ce sont des discussions qui se mènent au niveau du rapport fédération-club. Après, justement, c'est pour ça que j'ai dit que je me pose la question. D'accord. Donc, on attend des réponses à ce niveau-là. Mais comme on le disait, pour terminer avec le film du match... Donc, on était à 3-2. Et puis, dans le temps additionnel, on bat le calice jusqu'à la Ligue, 4-2. On prend ce but dans les derniers instants. Et là, la gestion de ce match-là, même de manière globale, n'a pas été vraiment suivie. Parce qu'on a vu des joueurs, comme vous l'avez dit, qui étaient cramés. En même temps aussi, c'est la même génération, c'est la même catégorie avec les jeunes du Burkina Faso. Pourquoi eux, ils sont et nous... Je vais vous donner une explication. Oui. Vous savez, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller suivre la compétition de U20, se sont rendus compte que tous les autres pays, les adversaires des éléphants, pendant que les équipes de U20 se préparaient, elles se sont préparées en même temps que les cadets, sauf la Côte d'Ivoire. Et donc, ceci explique cela. Donc, le nombre réduit de l'effectif fait que lorsque l'équipe est en difficulté, les remplacements sont difficiles à faire. Et c'est ce qui explique la chute de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a juste un 11 de haut niveau. Oui. Ensuite, après, ceux qui viennent après... Vous oubliez... Même le 11, c'est pas pour moi un 11. On a un seul avançante. Je vous le dis, Magat. On va laisser terminer. On a un seul avançante. L'équipe que vous voyez évoluer n'a qu'un seul avançante. Mais il y a que 3 attaquants même dans la liste. Et de 2,
il n'y a que 2 gardiens de but. Tout à fait. Logiquement, quand on va à ce genre de compétition, il faut 3 gardiens de but. D'accord. Donc, c'est pour vous dire les conditions, les difficultés que cette équipe rencontre. Je pense même que... Oui. On est d'accord. Allons-y, Nasser Redi. Mais je pense pas quand même... Je pense que dans tout ce que vous dites, il y a certaines excuses qui ne tiennent pas. Parce que bon, le problème de troisième gardien... Bon, par exemple, le problème de troisième gardien, je ne pense pas que c'est ce qui a fait... Qui a la conséquence de la chute vertigineuse face au Burkina Faso. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être des problèmes physiques. La D3 n'a repris qu'il n'y a même pas un mois, exactement, oui. Voilà, avec le match à Gagnoa. Donc, c'est vrai. Et la majorité des joueurs est composée, je pense la quasi-totalité même est composée des joueurs de la D3. Il n'y a pas de fraîcheur physique, de top fraîcheur physique, c'est clair. Mais après, derrière, on se demande, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi alors on n'est pas allé chercher des joueurs qui sont en compétition? Sûrement que vous avez parlé tout à l'heure de la fraîcheur physique. Ils sont combien? Les joueurs que vous citez, il y en a combien? Même 4, 5 qu'on pourrait chercher en Ligue 1 et Ligue 2. Et je suis persuadé qu'on aurait pu en trouver plus. Là, je suis d'accord avec vous, par ligne. Par ligne. Si vous avez un joueur qui joue en Ligue 1, en défense, en milieu et en attaque, un test ça peut donner, oui. IRM qui existe. Et je crois que si certains joueurs ne sont pas venus, c'est pas certainement, ils n'ont pas pu réussir ce test-là. Mais c'est normal parce que la D3, il n'y a pas de compétition. Quand Magat, quand Nasser dit que le fait que je dis que l'effectif est réduit, mais quand vous avez, par exemple, un seul avant-centre pour une compétition internationale et que l'avant-centre ne rentre pas dans votre match, vous faites quoi? J'ai parlé du problème, notamment du troisième gardien. Rentre pas dans le match. Ça, c'est un exemple. Mais je vais vous donner l'exemple. S'il ne rentre pas dans le match, pourquoi l'avoir envoyé à Cape Coast alors? Oui, mais c'est le seul qui est là. À défaut d'un chien, on va avec un chat à la chasse. Oui, mais c'est une réalité. Je vous donne la composition de l'effectif. L'effectif de Côte d'Ivoire, vraiment, est assez réduit. Ça, on est d'accord. C'est clair. Donc, même au niveau des choses, des doublures, il n'y en a pas. Oui, mais numéro 6. Mais ce qu'on dit, au fait, le débat, Martial, le débat n'est pas sur la liste. N'est pas sur la liste. On parle du match et la gestion du match. Ce sont ces joueurs-là qui ont été pris, c'est tout. Bon, avançons. Alors, donc, venons-en donc au débat. Le coach Maxime Guaméné est-il le responsable de la défaite 4-2 face au Burkina Faso? Voici la question qui vous est posée. La première question pour vous, mon cher Martial Gorou. Vous savez, au football, effectivement, tout entraîneur est responsable des résultats de son équipe. Mais moi, personnellement, quand je vois les conditions dans lesquelles cette équipe de Côte d'Ivoire est allée au Ghana, je crois qu'on ne monte pas une sélection comme si on était dans un quartier à Angré, et puis vers 16h, 18h, il y a celui qui est le propriétaire du ballon passe, et puis il siffle, et les joueurs sortent de leur maison pour aller constituer une équipe. Et c'est comme ça cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé? Oui, mais c'est clairement... Donc la faute à qui? Non, à qui la faute, la faute, c'est ce que j'ai dit. Qu'avant que le nouveau comité exécutif n'arrive, le Connor qui était là, qui dirigeait le football ivoirien, savait bel et bien qu'en 2022, il y avait 3 rendez-vous importants pour les équipes ivoiriennes. Les cadets, les U20 et l'équipe locale. Même au niveau des U20, on est tombé sur le coup de la sanction lors du dernier tournoi. Qui a eu lieu au Niger. Oui, au Niger. On a joué avec 18 joueurs au lieu de 20, parce qu'on n'avait pas déposé la liste à temps. Mais, messieurs, quand vous allez dans ce genre de compétition... Mais au moment où le tournoi se jouait, ce n'est plus le Connor qui était aux affaires, hein? Oui, mais c'est les conséquences. Parce que l'équipe n'a pas été préparée. Mais et l'équipe a été mise en place, je dis, 8 jours avant le voyage des éléphants au Ghana. Mais pourquoi 8 jours? Alors que le nouveau comité exécutif est là depuis plus d'1 mois et demi. Non, mais le nouveau comité exécutif s'est installé, il y a eu les passations des charges. Oui, on est d'accord. Le 4 mai. Mais concrètement, vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait au moins 2 semaines à 3 semaines, voire 1 mois même, pour bien préparer cette équipe. Oui, mais M. Nasser... Et vous avez dit tout à l'heure que l'équipe passée, qui avait remporté d'ailleurs le tournoi qualificatif pour la CAN qui devait se jouer avait été préparée sur 2 mois. 4 mois. Ça, c'était... Septembre... Non, vous aviez dit 2 mois. 4 mois. J'ai dit de septembre à décembre. D'accord. Et la phase finale s'est jouée en janvier. Donc là, c'était une préparation vraiment adéquate. Oui, tout à fait. Mais avec 3 semaines, 1 mois, on aurait pu quand même sauver un peu les meutes. Nasser a dit, répondez à la question. Sur la défaite 4-2, qui est responsable? Maxime Guaméné? Ben, écoutez, tout à l'heure, et même Magat l'a avoué, quand il y a une défaite comme ça, le coach... Non, Martial Gorou l'a avoué. Martial Gorou l'a avoué. Le coach est le premier responsable. D'accord. Il n'y a vraiment rien à faire. D'autant, et encore plus sur ce match. Pourquoi? Dites-nous. De 1, dans le choix des hommes, même pas le choix des 18 pour aller à la compétition, mais sur ce match précisément.
Diomandé Yann, qui a été, pour moi, l'un des meilleurs, sinon l'homme du match lors de la victoire 6-1. C'est le meilleur Elefanto depuis le début du tournoi. Depuis même le début du 3 tournoi. buts, une passe décisive. Tout à fait, il a été buteur contre le Bénin, double buteur contre le Niger. Il débute sur le banc. Il rentre plus tard. On l'a vu rentrer avec des bandeaux au genou, là. Donc, c'est un garçon qui n'était pas fit à 100%. Mais, donc, parlons de la gestion du match, en lui-même. Au choix même des hommes. On en revient encore au choix des hommes. Mais qui est le responsable du choix des hommes? C'est le coach. Voilà, donc là-dessus. D'accord avec ça. Massa Gourou, l'autre question pour vous. Comme il est dit, Nasser a dit, sur le choix des hommes, c'est le coach qui sélectionne les 11 meilleurs joueurs capables de défendre le drapeau orange, blanc et vert. Mais là-dessus, on n'a pas vu du tout parce que c'est une équipe vraiment qui n'était pas vraiment cohérente. Maxime Guaméné est le sélectionneur de l'équipe locale de Côte d'Ivoire. Le Chan. Oui, du Chan. Oui. Et c'est à quelques jours qu'il a été nommé. Et ça veut dire que les joueurs qui sont là, la difficulté. Il ne les connaît même pas. Non, il ne les connaît pas. Ah oui? Mais Massa Gourou, on ne les connaît même pas. Mais on ne nomme pas quelqu'un. Là, on va le laisser terminer. Non, il ne les connaît même pas. Oui. Parce qu'il ne sait pas quels sont ces joueurs-là. Et c'est la DTN qui a pu organiser, demander aux communes d'organiser les trucs, qui ont pu sélectionner ces joueurs-là et les mettre à disposition. Maintenant, vous oubliez, il y a le test IRM qui pose problème. Parce que j'ai dit que ceux qui avaient été retenus au nombre de 25, il y a 90% qui ont été écartés à cause du test IRM. Ils étaient maintenant obligés d'aller voir les centres de formation pour dire, pardonnez, donnez-nous les joueurs qui sont susceptibles, qui ont l'âge de 17 ans, pour pouvoir jouer avec... Donc, quand vous voyez les conditions dans lesquelles cette équipe a été bâtie, même quand vous avez le meilleur entraîneur du monde, que ce soit José Mourinho, il ne pourra pas faire des miracles. Et moi, je pense même que c'est un miracle d'avoir atteint les demi-finales. Mais vous savez... Alors, Nasser Eddy. Vous savez, Martial, bien vrai que le coach ne connaissait pas forcément les joueurs, mais il y a un staff autour qui travaille depuis un certain temps avec cette équipe-là. Enfin, quand je dis cette équipe, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes joueurs sûrement que le tournoi passé, mais qui travaillent dans cet environnement-là, qui suit, vous avez dit, la DTN a instruit les mairies de mener des détections. Oui, tout à fait. Ensuite, des joueurs ont été sélectionnés. C'est pour dire qu'on a vu ces joueurs à l'œuvre. On a pris les meilleurs qui ont été sélectionnés. Lorsque le coach arrive, il arrive dans un moule qui est déjà là, dans lequel il essaie de se fondre et de prendre l'avis du staff autour pour composer l'équipe. À 8 jours, en 8 jours, avant le départ, et puis en seulement 6 séances. Mais justement, ça on a compris. Mais si, on va se calmer. On va se calmer. Mais c'est pas de sa faute. Massa Gourou, on se calme. C'est pas de sa faute. Alors, quand on lui donne la sélection à 8 jours donc, du départ de ce tournoi-là, est-ce qu'il fallait forcément remplacer maintenant un coach à la tête de cette sélection? Parce que c'est Sorojan qui avait... Oui, tout à fait. Qui avait l'équipe en main. Oui. Pourquoi l'avoir mis sous la troupe pour mettre non, là, je ne peux pas expliquer le choix. Voilà. Parce que Maxime Guaméné, qui est plus expérimenté, qui a l'habitude de cette compétition de ce niveau-là, Sorojan n'a jamais conduit une équipe de Côte d'Ivoire dans ce type de compétition. Mais vous avez dit tout à l'heure qui ne connaissait pas les joueurs. Oui, mais c'est ça. Mais vous savez, c'est un employé de la fédération. D'accord. Lorsque tes patrons te confient une mission, monsieur, vous êtes employé, vous dites quoi? Non, mais écoutez, moi, je ne connais pas les joueurs, je n'ai pas mis en place cette équipe, donc je ne pourrais pas faire ce boulot. Mais il faut pouvoir prendre ses responsabilités à un moment donné. Non, ça, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Non, je ne dis pas que c'est une fuite de... C'est un coach, il est au service de la fédération, il est employé de la fédération, on lui a confié l'équipe de U17, attendez. Il est en train de faire son travail. Mais vous-même, dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, lorsque vos supérieurs vous demandent peut-être d'écrire un papier ou de défendre une position qui n'est pas la vôtre, mais vous ne la défendez pas et vous prenez vos responsabilités pour dire non, vraiment ça, honnêtement, voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas à l'aise dans un journal, cette position-là. Dans notre métier, on a une ligne éditoriale. À partir du moment où vous avez une ligne éditoriale, si on vous demande, vos patrons vous demandent de faire un travail, on ne sort pas du cadre du sujet. On ne sort pas du cadre du sujet, Nasser et Massa Gourou. Avançons. On ne constitue pas une équipe en 6 semaines. Une équipe nationale, c'est quelque chose d'assez sérieux et je pense qu'elle doit être permanente. On ne construit pas une équipe comme une équipe de Maracana, une équipe de quartier. C'est de la faute. D'accord.
C'est la faute de ceux qui géraient le football avant le nouveau comité. D'accord, on a compris. Alors, parlons même de la gestion tactique du match. On a perdu 4-2, c'est vrai. On a vu face au Bénin, on a joué en 4-3-3 et face au Niger en 4-3-3 également. Mais on a été surpris de voir Maxime Guamene nous concocter un 4-4-2. Bon, moi, sincèrement, je vais vous dire une chose. Avant la compétition, j'ai eu à discuter avec lui. D'accord. Il a dit qu'il allait baser son équipe défensivement, avoir un bloc qui pouvait, parce qu'avec les éléments qui n'étaient pas réellement des latéraux, par exemple, les latéraux n'étaient pas des latéraux. Sanogo et Bamba. Voilà, donc, il y avait des difficultés. Donc, pour empêcher que l'équipe ne s'écroule, il allait essayer de faire un bloc bas et puis essayer de maintenir. Donc, je pense que dans la plupart du temps, Guamene a essayé de miser sur la défense, mais malheureusement, qui, avec le temps, l'effet de la fatigue, le manque de remplaçants, donc je pense que c'est ce qui explique cette lourde chute-là. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert d'ici quelques instants. Nasser a dit, d'un autre côté également, c'est vrai, il a composé avec les hommes du moment qu'il avait dans sa possession. C'est clair, mais vous étiez sur le débat du 4-4-2 oui. et du 4-4-3. J'avoue que j'ai aussi été surpris. D'accord. J'ai été surpris de cette composition-là. Après, je me dis, peut-être que le coach Guamene se disait qu'il avait l'obligation de gagner parce qu'on avait le destin en main en cas de victoire. Même un nul, si le Bénin gagnait de l'autre côté, le Bénin passait. Non, mais pour gagner, même c'est le 4-3-3 qui était bon, offensivement. C'est là où j'en viens. D'accord. On a été à l'aise dans ce système. Face aux écureuils, on n'a pas été ridicule, on a perdu 3-2. Face au Niger, on a cartonné 6-1 dans ce système-là. Et tout à coup, changement de système pour la dernière rencontre. Alors que vous n'êtes même pas, vous-même vous le dites, que vous n'êtes pas sûr des forces de votre effectif. Donc, allez sur les acquis des 2 premiers matchs. Mais vous jouer face au Bénin et au Burkina est différent de jouer face au Niger. Vous savez que dans cette poule, le Niger était le plus mauvais élève. Mais le Niger a battu le Bénin, mon cher Marcel Goro, la dernière journée. Le sursaut d'orgueil, ça peut arriver. Oui, le sursaut d'orgueil, ça peut arriver. Voilà, mais donc c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, Martial? Non, il faut pas vous dire. C'est Nasser a dit qu'il avait la parole. Il va terminer rapidement. Allons-y. Voilà. Oui. Quand c'est comme ça, vous partez sur les acquis que vous avez. Surtout que vous-même, vous avouez que vous avez très peu de séances pour maîtriser votre groupe et que vous ne maîtrisez même pas les joueurs dans leur entièreté. Pourquoi ce changement? On va laisser terminer, s'il vous plaît. Vous avez fini? D'accord, allons-y. L'équipe cadette actuelle. D'accord. Il y a seulement 2 rescapés de la campagne de 2021, ceux qui avaient été sacrés au Togo. Soro Nambagui et Baba Ndiaye. Le capitaine, oui. Et puis Baba Ndiaye, voilà. Qui a manqué d'ailleurs à la dernière rencontre. Ces 2 n'ont pas été alignés lors du tournoi qualificatif de 2021. Ça veut dire qu'il leur manque d'expérience. Tout le gros de l'effectif découvre pour la première fois un tournoi de ce niveau-là. De 2. Je reviens encore aux latéraux, parce que j'insiste. Je dis que les latéraux ne sont pas des latéraux. Le latéral droit a été sélectionné au poste de milieu défensif. Le latéral gauche a été sélectionné comme défenseur central. Donnez leur nom. Hein. Vous avez les noms ou pas? Malheureusement, l'avant-centre, il est seul. Oui. Il y a 3 joueurs excentrés droits. Il y a 2 numéros 6. Il y a un seul numéro 8. Il y a 2 gardiens de but. Mais quand vous voyez un effectif aussi réduit, aussi limité, au niveau de la doublure des postes, sincèrement, je crois que c'est vrai. On peut accuser l'entraîneur, mais l'entraîneur n'est pas un magicien. On va éclairer la lanterne des uns et des autres. Le latéral gauche en question, c'est Kadé Bamba. Oui. Voilà, de son formation, qui joue en 4e division. Oui. Et puis le latéral droit, Sanogo Moriken. Là-dessus, d'accord. Mais ils ont tenu quand même face au Bénin et face au Niger. Donc, ils pourront aussi tenir face à cette formation donc, du Burkina Faso. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est un naufrage collectif. C'est même pas question même des défenseurs dans ce match. Mais il fallait s'y attendre. Vous savez, quand vous jouez contre un adversaire qui a un effectif de 20 joueurs, et vous jouez une compétition, vous partez d'abord réduit. Vous avez 10 joueurs. Mais ça veut dire qu'au niveau de la fraîcheur physique, vous avez un problème. Parce que vous avez un nombre de joueurs réduits. Martial, oui. Allons-y, Nasser. Cet argument pouvait tenir si, sur tout le match face au Burkina Faso, on avait été défaillant. Mais quand vous avez un match avec cette tournure-là, et vous gagnez 2-0 jusqu'à l'heure de jeu, et vous perdez 4-2, mais attendez, l'heure de jeu où vous meniez
2-0, là, tous ces problèmes dont vous parliez là n'existaient pas? Et l'expression avoir l'équipe à l'usure, chez vous, ça n'existe pas? L'équipe n'est pas à l'usure. Pour performer, une équipe d'abord se prépare longtemps et il faut qu'elle soit prête physiquement. L'équipe n'a pas été, pour moi, selon le match que j'ai vu, la chute a été surtout mentale. Donc, on s'est donné... Oui, mais on peut avoir quelqu'un à l'usure mentalement. Pour vous, on s'est fait battre. Nasser a dit... Mais vous, les arguments que vous donnez, c'est surtout des arguments physiques. Non, pas forcément. Mais quand tu sais que tu as un défaut physique, mais ton mental s'en ressent. Bon, là, c'est une interprétation dans laquelle... Dago Charles le disait la semaine dernière, Dago Charles le disait effectivement que quand vous êtes fatigué physiquement, mentalement, à un moment donné, ça ne comprend pas. Dans là-dessus, on peut comprendre. Mais l'autre question aussi, Nasser a dit, c'est que, bon, vous le disiez à l'instant, vous avez parlé de Yann Diomandé, mais il avait triplette offensive vraiment magique. Vous avez Ndiaye, vous avez donc Yann Diomandé, vous avez également Konaté. Mais ces trois hommes-là, il ne les a pas vus, il les avait pas face au Burkina Faso. Donc oui, on peut comprendre Maxime Gouameni là-dessus. Voilà, donc on revient sur le choix des hommes. On revient sur le choix des hommes et sur le fait que quand vous dites et vous prétendez que vous ne connaissez pas assez votre effectif, que vous n'avez pas assez travaillé avec votre effectif, mais que vous avez eu la chance de disputer 2 matchs officiels avant celui-là avec eux, mais vous partez sur la base des acquis. Des acquis. Là-dessus, on vous a... satisfaction. Exactement, on vous a compris. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Et on attend donc vos différentes réactions. Alors, Martial Gourou, le 4-4-2, on l'a joué pour avoir plus d'équilibre. C'est-à-dire, si on ne gagne pas le match, il ne faut pas le perdre non plus. Mais là, on l'a perdu. Dans l'animation, on n'a pas vu du tout ce que Maxime Gouameni nous a concocté. C'est là où on se demande si cette défaite était à mettre à l'actif de notre sélectionneur, Maxime Gouameni, même que vous semblez dédouané. Non, mais il a donné l'exemple d'un joueur. Et vous-même, vous avez reconnu que ce joueur n'avait pas été aligné parce qu'il avait... Oui, Yann Diomandé. Mais quand vous avez un effectif réduit, et que vous jouez une compétition... Une seule hirondelle sort de votre... Non, pas forcément une seule hirondelle. Mais dans ce cas, dans ce schéma, quand ceux sur qui vous misez, vous sentez qu'ils ont un problème physique, qu'est-ce que vous faites? Ça change carrément vos plans. Donc je pense que Gouameni a quand même quelques excuses. C'est vrai, vous avez vu, face au Bénin, on n'a pas été ridicule. On a produit du bon jeu. C'est ce que je dis. Mais physiquement, vers la fin, ça joue. Et c'est important dans ce genre de compétition. La richesse du banc est très importante. Mais quand vous allez avec un effectif limité, où des gens qui ne sont pas prédestinés à des postes, ils jouent, et quand des gens qui sont prédestinés à des postes sont touchés, vous avez du mal à les remplacer parce qu'il n'y a pas un second, il n'y a pas une doublure. Naturellement, on craque comme ce qu'on a vu. Et comme ce qu'on a vu, on a compris. Allez, qu'est-ce qu'il en pense, lui, Monsieur Yodé, qui nous appelle donc de Ferké. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour Magat. Vous allez bien? Oh, ça va très bien. Alors, pour la question, hein, Maxime Gouameni est-il le responsable de la défaite 4-2 face au Burkina Faso? Ben, monsieur Magat, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, les Ivoiriens, on était vraiment déboussolés. D'accord. De la tenue que le match a pris dans les dernières minutes. On va dire ça comme ça. Oui. Je voudrais au passage saluer Nasser Eddy et Martial Gourou. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allons-y pour votre argumentaire. Voilà, Ils sont salués. vraiment, Oui. tout ce que j'entends, ça fait que j'ai honte de l'organisation des compétitions de nos équipes de football dans les différentes catégories. D'accord. Je vous dis que tout ce que M. Martial révèle, ça fait honte. Néanmoins, je considère, hein, pour répondre à la question, que l'entraîneur a sa part. D'accord. Il aurait peut-être, dans la gestion du match, comme le notait Nasser, quand il a senti que ça a commencé à baisser pied, faire les changements appropriés, appropriés pour essayer de contenir. Parce que quand on mène 2-0 à l'heure de jeu, eh bien voilà, je ne vais pas lui apprendre à faire son travail, mais prendre les décisions pour essayer de contenir la fatigue qui commençait à s'installer au fil du match. Exactement. La fédération a sa part, parce que ça révèle encore une fois, sans citer que ce soit le CONOR ou bien les comités exécutifs de la FIFA actuelle, oui. L'actuelle, voilà. En tout cas, peu importe, les responsabilités sont partagées. Voilà. Voilà, on a des défaillances, il faut les corriger pour qu'à l'avenir, on n'ait pas ce genre de situation-là. Heureusement que l'équipe est passée au second tour, mais vraiment, il faut les corriger. Enfin, vraiment, les journalistes sportifs, nous vous aimons, on vous suit, régulièrement, mais ce genre de remarques, il faut les faire avant qu'on aille en compétition. En Côte d'Ivoire, on a la presse sportive. Il faut tirer la sonnette d'alarme avant
qu'on aille à la compétition pour éviter qu'on ait à faire le médecin après la mort. Voilà, donc c'est ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Yudi, qui nous a fait donc, de faire qu'on vous a bien compris. Alors, comme il le disait, hein, à l'heure de jeu, c'est vous qui avez la parole, Nasser Eddy, en ce moment, maintenant. À l'heure de jeu, effectivement, alors vous menez 2-0. Vous jouez 4-4-2. C'est le moment de passer maintenant, quand on voit le flair tactique d'un sélectionneur, on passe à un 4-5-1 ou même un 3-5-2, densifier le milieu de terrain. 5-4-1. Voilà. Mais on n'a pas vu du tout. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et justement, c'est d'autant plus étonnant qu'après la révélation que Martial a faite tout à l'heure, en disant que le coach Guamene lui a dit avant de partir qu'il allait se concentrer sur un bloc bas, défensif. La pauvreté notamment des éléments offensifs. Mais lorsque vous menez 2-0, jusqu'à l'heure de jeu, et que vous demeurez quand même avec une équipe, parce qu'un 4-4-2, mine de rien, lorsqu'on est en phase offensive, c'est une équipe qui est vraiment offensive. Exactement. Au risque de me répéter. Donc, quand vous restez dans ce système-là, en menant 2-0 à l'heure de jeu, chose à laquelle peut-être vous ne vous y attendiez même pas, vu tous les arguments que l'on est en train de donner, mais vous cherchez à gérer ce résultat-là. On est à moins de 30 minutes de la fin. Vous menez 2-0, ce qui était inespéré même peut-être, et vous restez dans ce système de jeu. C'est à ne pas comprendre quelque chose. C'est à ne rien comprendre. Avant de venir à vous, Martial Goro, si vous le permettez, direction Wangolo Dougou, c'est bien cela? Monsieur Meïté Zoumana. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, la question, Maxime Guamene est-il le responsable de la défaite 4-2 face au Burkina? Oui, pour moi, je vais aller droit au but. Il est responsable pour moi. D'accord. Il est responsable pour moi parce que, comme l'autre consultant l'a dit sur le plateau, Nasser, on ne peut pas, M. Nasser, on ne peut pas mener 2-0 jusqu'à l'heure du jeu, quelles que soient les conditions qui sont autour, et puis ne pas réussir la gestion du match. Voilà, ça vraiment, l'entraîneur est en partie responsable. Quand on a en face une équipe où on voit l'entraîneur du Burkina qui procède à 3 à 4 remplacements, quand on suit, il a de la fraîcheur dans le jeu. Et pendant ce temps, le nôtre ne procède pas au remplacement, il faut s'attendre à quoi? C'était prévisible. Tous ceux qui ont regardé le match, j'ai mis à attendre. Ça ne m'a pas surpris. Parce que vous regardez le match, vous allez voir que l'entraîneur du Burkina fait 3 à 4 remplacements. Coup sur coup, et c'est ce qui paye. Pendant ce temps, nos joueurs sont fatigués. L'entraîneur ne procède pas à les remplacements. Quelle que soit la faiblesse de notre banc, s'il avait fait ces remplacements, ça allait aider et galvaniser ceux qui sont sur le terrain à pouvoir contenir en termes d'énergie. Voilà, c'est ce qui vraiment je vous ai apporté. Merci. Et je vous remercie au passage et dis vraiment à nos autorités que le sport est la seule chose qui nous unit. Donc on voulait qu'ils fassent l'effort pour que cette sélection-là ne manque de rien et que tout soit fait pour que les joueurs soient bien sélectionnés. Merci bien. Merci beaucoup. Le message est passé, monsieur Meïté. Oui, allons-y, mon cher Martial Goro. Je vais faire une analyse succincte des différents matchs que les éléphants jouaient. D'accord. Face au Bénin, la manqué de rigueur défensive, la manqué d'efficacité offensive. On a fait des cadeaux même d'ailleurs. Et la manqué d'agressivité. Et cela est dû à l'immaturité des joueurs et surtout à l'inexpérience de ce type de compétition. Face au Niger, on a gagné grâce à l'état d'esprit, au sursaut d'orgueil des joueurs, et puis surtout à la concentration, à la rigueur et puis à l'efficacité. Maintenant, face au Burkina, le problème c'est que les Ivoiriens étaient cramés. Parce qu'ils ont fait tellement d'efforts, se sont surfaçés face au Niger, que face au Burkina, qui est une équipe athlétique, les joueurs étaient cramés et ils sont tombés dans le jeu athlétique des Burkinabés. Donc voilà, de façon succincte, les 3 tableaux peints de l'équipe, le parcours des éléphants lors de cette compétition-là. Non, d'accord, là-dessus, on a compris. Vous avez dit état d'esprit oui. et tout. Mais normalement, oui, quand l'état d'esprit hier, on peut aller chercher un match juste, un match nul d'ailleurs. On est sorti par la petite porte. Hein. Heureusement que nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Monsieur Roy nous appelle donc de Yopougon. La question, Maxime Guamene est-il le responsable de la défaite 4-2 face au Burkina? Oh, c'est à plusieurs niveaux, hein, à mon avis. D'accord. Oh, oui, c'est à plusieurs niveaux parce que moi, je ne comprends pas comment on fait les sélections de jeunes. Parce que nous on ne va pas refaire encore la sélection. Hein. Non, allons-y sur le match. Je sais. Je veux dire, bon, quand tu mènes 4-2, et quand tu mènes 2-0 jusqu'à la 60e minute, et que tu perds, c'est vrai, il y a des équipes qui peuvent perdre même à 5 minutes par 4 buts à 2, ça c'est pas grave. Mais ne pas faire des remplacements tactiques, c'est ça le problème.
Exactement. D'où la responsabilité du D'où la coach. responsabilité de l'entraîneur. Parce qu'il n'a pas de fraîcheur physique, peut-être, des joueurs, mais il n'a pas su lire dans le comportement de ces joueurs qu'il y avait de la fatigue et mentalement, ils étaient... Dommage. Ah, dommage, monsieur Roy était dans une démonstration qui allait dans le sens de Nasser Eddi. Alors, pour revenir à vous, Nasser Eddi, le garçon Yann Diomandé, vous l'avez dit qu'il n'avait pas mis, mais il n'était pas à 100%. Parce qu'il est rentré, peut-être qu'il a fait rentrer d'ailleurs parce que son équipe était en train de perdre le nord, qu'il a fait rentrer. Sinon, si on menait le match 3-4-5-0, c'est pas sûr qu'on aurait vu Yann Diomandé. Hein. Donc ça, c'est à comprendre, hein, et également Maxime Guamené là-dessus. Mais Martial Gourou, là où je suis pas d'accord avec vous, vous avez parlé de fraîcheur mentale, physique et tout ça. On a l'impression qu'après la victoire éclatante sur le Niger, 6-1, les garçons se sont dit, ah tiens, nous sommes arrivés, et puis bon, on a levé pied face au Burkina Faso. Parce que, heureusement, que le Niger bat le Bénin, sinon on serait éliminé. Non, ils n'ont pas levé le pied contre le Burkina. La preuve, c'est la Côte d'Ivoire qui menait au score. Mais, malheureusement, le Burkina nous a imposé son jeu physique. Et vous savez, les joueurs burkinabés sont costauds et puis ils sont très percutants dans les duels. Donc, ils ont eu cette équipe... Mais ça, au moins, c'est l'encadrement technique avec toutes ces informations hein, pour préparer son équipe. Cette équipe manquait de fraîcheur physique. Non, mais vous savez... Donc, logiquement, je pense que ça s'explique. D'accord. Monsieur Diomandé, avant de revenir à vous, mon cher Nasser Eddi, vous permettez de prendre un appel. Monsieur Diomandé, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, on parle donc de nos chers éléphantos. Maxime Guamené est-il le responsable de la défaite 4-2 face au Burkina? Bon, d'abord, salut Magat et salut à tes deux invités. Bonjour et salut, monsieur Diomandé. D'accord. Moi, concrètement, je peux un peu accuser l'entraîneur. D'accord. Parce que quand tu joues face à une équipe du Burkina, tu sais que les Burkinabés, ces petits étalons-là sont vraiment physiquement... Ils sont vivoltants, ils sont intenables. Ouais, intenables, bien sûr. Donc, ils ont un physique un peu plus aguerri que toi, tes poulains. Et puis, là, il avait en quelque sorte l'obligation de faire un résultat parce que la Côte d'Ivoire même devait forcément gagner ce match, au moins. Exactement. Donc, tu fais un classement où ton équipe mène 2-0, mais tu vois un peu les attaques des étalons là. Il a fallu même que le gardien fasse 2 ou 3 arrêts en première mi-temps, mais pas qu'on encaisse. Maintenant, tu vois que vous menez, ton équipe mène à partir de l'heure de jeu, même si tu n'as pas assez de, comment on appelle ça, de personnes sur le banc, mais au moins ils pouvaient faire un réajustement tactique. Avec les joueurs même qui sont déjà sur l'heure de jeu. Exactement. Voilà. Donc il n'avait pas besoin de peut-être tous ces talents Yann Diomandé et consorts pour pouvoir forcément jouer le jeu. Quand tu vois une équipe que tu sais que tu ne peux pas faire jeu égal, attends maintenant de faire des réajustements tactiques pour que le score de 2-0 reste ainsi, à la rigueur, au moins faire un match nul. Mais venir jusqu'à se faire frapper et puis être battu 4-2, franchement, moi, je pense que la faute est du côté de l'entraîneur. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, qui a tranché net la faute comme à Maxime Guamené, parce qu'on parle de la gestion du match. Hein. Oui, c'est voilà. Et même vous semblez donc le dédouaner. Pour terminer avec Maxime Guamené sur cette partie donc, du match. Oui, c'est vrai, quand vous n'avez pas 2 ou 3 joueurs, c'est vrai que ça veut bouleverser un peu votre assise tactique. Mais attention, vous avez quand même 18 joueurs, c'est bien cela. Moins 3, il reste 15 quand même. Moins les 2 gardiens, il vous reste 13 joueurs du champ. Bon, 11, c'est bien cela. Ben voilà, tout le reste, vous pouvez mettre 1 ou 2 joueurs et puis rajouter tactiquement. Même jouer, pourquoi pas, même avec un gardien et puis 9 joueurs de champ derrière. On a vu dans des matchs. Mais vous savez, Maga, de toute façon, quand il s'agit de défendre, moi, je reviens toujours à la physionomie de ce match. Vous menez 2-0 jusqu'à l'heure de jeu, et un peu plus même que l'heure de jeu. À ce moment-là, vous cherchez, avec toutes les difficultés, tout le monde qu'on a refait ici tout à l'heure, vous cherchez à préserver ce score. Et lorsque vous cherchez à préserver ce score, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez au bloc bas dont Martial Gourou parlait tout à l'heure. Pour défendre, là, c'est moins compliqué que pour marquer des buts. Pour marquer, effectivement. Vous le permettez, Nasser Eddi, on a un appelant qui nous appelle de très loin, Monsieur Sanogo, qui nous appelle de l'Allemagne. C'est bien cela? Oui, bonjour monsieur. Quelle ville précisément de l'Allemagne? De Gera. D'accord, Gera. Guten Tag. Alors, dites-nous, Yeah. Maxime Guamené est-il le seul responsable de cette défaite? Non, il est en partie responsable. D'accord. Mais
J'ai entendu tout de suite vos consultants dire, vos chroniqueurs dire que, comment on appelle, que surtout monsieur Martial, oui, que la défaite incombe au Nord. Incombe au Nord, d'accord. Moi, je dis que non. Si il faut, pour former une équipe ivoirienne, il faut s'en remettre aux mairies. Là, c'est une très grande faute professionnelle. Non, c'est que M. Martial semblait dire, c'est que au temps du Nord, on devait mettre en place l'équipe. Hein, donc, voilà, ça n'a pas été fait. C'est ce qu'il semblait expliquer. Pour parer au plus pressé, les membres de la DTN ont demandé aux mairies d'organiser des tournois et ils allaient puiser dedans pour faire la sélection. D'accord. Voilà. Monsieur Sanogo? Dans une fédération normale, oui, une fédération moderne, normalement, il doit avoir un fichier des joueurs en prévision de chaque tournoi, chaque compétition dans laquelle la Côte d'Ivoire serait engagée. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les bonnes fédérations. Et non se remettre à des mairies pour former une équipe de notre pays. Moi, je ne peux pas comprendre ça. On a compris, hein, monsieur Sanogo. Et on n'était pas dans une situation normale. Hein, c'était donc le Nord qui était dans une situation anormale. Là, ça peut se comprendre. Mais de toute façon... Merci à vous, monsieur Sanogo, qui nous appelle donc de l'Allemagne. Messieurs, on va terminer rapidement. Là, on parle, Nasser, on n'a plus assez le temps. On parle de la demi-finale qui se profile juste à l'horizon, là, juste demain. Alors, comment battre les jeunes Super Eagles du Nigeria? Je vais vous faire une révélation. La Côte d'Ivoire a joué dans sa poule, la poule B, si je ne me trompe pas. Oui. Elle a joué 3 matchs. Et le prochain adversaire de l'équipe de Côte d'Ivoire a joué 2 matchs pour arriver au stade des demi-finales. Donc déjà, on sera encore fatigué. Déjà, d'accord. Ça veut dire quoi? Et le dernier match du Nigeria remonte au mardi dernier. Et le dernier match des éléphants remonte à samedi dernier. Donc en matière de récupération, la Côte d'Ivoire accuse un retard par rapport à des Nigérians qui seront athlétiques, et on les connaît. Et c'est une équipe qui domine quand même le football des jeunes en Afrique. Donc, normalement, je crois que ça sera difficile. Il faudra aux Ivoiriens puiser dans leurs ressources et jouer mieux que par le passé, lors des premiers matchs. Mais comme on est au football, la glorieuse incertitude du football aidant, on ne sait jamais. C'est un match de football. Vous savez, bon, allons-y, Nasser Reddy. Je ne suis ni ancien athlète, ni médecin du sport spécialisé, mais de ce qu'on entend couramment, c'est qu'après 3 jours de récupération, vous êtes tous au même niveau physique. Au même rythme, au même niveau. Donc, je pense que si les éléphants, là, auront leurs 3 jours de récupération, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'on pourrait parler de défaillance physique face au Nigeria. Maintenant, comment battre le Nigeria? Peut-être qu'on va demander à l'équipe de 2013, qui a battu le Nigeria en phase de poule et qui l'a battu en finale au tir au but pour nous rapporter la CAN, la génération des Franck Kessié. On se rappelle. Peut-être qu'on va le leur... Mais ils sont là, ils sont à Abidjan, les Franck Kessié. On donne quelques topos. Ce que Nasser semble oublier, cette équipe de 2021 a été bâtie... Non, 13. Vous parlez de 2013. Je vais parler même de l'équipe qui a été championne. A été bâtie à partir d'un championnat de U10, U17, ce qu'on appelait championnat élite jeune. Ça, c'est de 1, c'est un avantage. Maintenant, il n'y a plus de championnat. De 2, il y a eu 4 mois de préparation. Mais celle qui est là, elle a eu seulement 8 jours de préparation, 6 séances d'entraînement. Et je crois que ça sera un peu difficile. Non, mais plus sérieusement, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Regardez, on a quoi? 3 matchs, on a joué 3 matchs. Une seule victoire, 2 défaites, 10 buts inscrits, 8 buts encaissés. Et ça, c'est difficile. Hein? Malgré une victoire 6-1, on a un goal average de plus 2 seulement. De plus 2. Vous voyez qu'on encaisse beaucoup. Et je pense que le vrai talon d'Achille de cette sélection, c'est derrière. Oui, mais je l'ai expliqué. Quand des latéraux ne sont pas des latéraux, vous voyez que ça pose problème. Même au niveau du gardien, Widi... Donc, pour trancher, on ne peut pas battre le Nigeria demain, non? On va rester positif. Moi, je dirais que c'est jouable. Même au tir... Surtout qu'on peut aller au tir au but. Exactement. Et vous? Les aléas du football, sait-on jamais. D'accord, c'est trop jamais. Allez, merci à vous, Nasser Reddy, merci à vous, Martial Goro, merci à tous de nous avoir suivis. Ce match éléphanto de Côte d'Ivoire et bien sûr face à cette formation des Super Eagles du Nigeria, c'est demain à partir de 15h00, mais prise d'antenne 14h45 en demi-finale. Une vraie donc mission herculienne. Oui, tout à fait. Ça annonce. Oui, c'est bien cela. Il faudrait aux éléphants faire plus que ce qu'on a vu. Parce que le Nigeria, dans la catégorie des jeunes, est une forteresse imprenable. Et sur un match, on peut faire la différence.
On peut, même si le Nigeria fait office d'épouvantail en sélection de jeunes en Afrique, ben on peut. D'accord, mais j'aime votre positivité, hein, c'est vrai. On espère que Maxime Gomene va donc rectifier. Non, surtout que comme je l'ai dit, même en cas on peut peut-être accrocher le nul par miracle et puis aller au tir au but et remporter. Moi, j'espère un sursaut d'orgueil des garçons de Maxime Gomene. D'accord. Pronostic? Non, vraiment, c'est un peu difficile pour moi. Donc, vous n'êtes pas sûr qu'on va gagner. Avec vous? Victoire de la Côte d'Ivoire au tir au but. D'accord, ça c'est plus précis. Dans cette fois-ci, c'est la fin. Hein. Donc, on va se retrouver, pourquoi pas, très prochainement pour débriefer encore ce match Nigeria-Côte d'Ivoire. On espère bien sûr que les hommes à Maxime Gouamene voudront aller chercher cette victoire avec les tripes. D'ici là, portez-vous bien. Bon suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.